Salut tout le monde, aujourd'hui il est temps de faire repartir notre rétrospective des 48 pilotes animés du projet What a Cartoon. On en a déjà évoqué 8, il nous en reste 40, je sais encore compter, ça me rassure. Mais avant de reprendre la rétrospective, j'aimerais un peu plus insister sur la grosse innovation qu'a été ce projet à l'époque pour une chaîne Cartoon Network qui venait de naître, et un studio Hanna-Barbera sur la pente glissante. Je l'ai volontairement un peu survolé dans la première vidéo pour vite en arriver à la rétrospective pour parler de chaque cartoon, plutôt que de la grosse histoire derrière le projet et son influence importante, tant pour la révélation de futurs grands noms de l'animation que pour ce que Fred Seibert a pu insuffler avec ce projet dans la production habituelle de cartoon, la façon dont il a réussi à bousculer les codes établis et à poser une nouvelle vision. Du coup, je vous renvoie à cette vidéo très instructive, et en français pour rassurer ceux pour qui la connaissance en anglais se limite aux politesses de base et à une poignée de gros mots. Elle retrace toute l'histoire du projet, ainsi que celle d'un Seibert déboulant dans le monde de l'animation alors qu'il vient de base du marketing, et le bouleversant ce faisant, en étant bien plus détaillé que ma courte introduction au projet ne l'a été. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, c'est par ici que ça se passe, le lien sera dans la description. Quant à nous, reprenons la rétrospective de plus belle avec le cartoon mettant en scène le duo Shake et Flick dans Raw Deal in Rome. Trois personnes ont créé ce cartoon, Michael Rann, George Johnson et Eugène Matos, tandis que ce dernier l'a réalisé. Et à la fin du visionnage de ce cartoon, le premier mot qui m'est venu à l'esprit est random. C'est un cartoon très bizarre, alors que son concept est bête comme chou, narrant l'opposition entre deux ennemis naturels selon les clichés du cartoon, ici un chien et une puce, le tout sans dialogue. Mais l'exécution, c'est autre chose. Dans ce cartoon, Flick, la puce, voit en le chien Shake une victime de choix. Shake qui est un caniche mâle et apparemment artiste, sur le point de donner une performance dans une ville de Rome assez anachronique. Flick qui est quand même une puce assez monstrueuse, regardez-moi ses expressions dont elle est capable. Sauf que lorsque la puce s'en prend au chien, après elle tente visiblement de lui voler la vedette sur la piste et il y a une sorte de bataille musicale entre les deux. Puis lorsque Shake lui échappe et qu'il le retrouve, eh bien il l'envoie dans l'espace avec une fusée. Puis après une autre poursuite, les deux se retrouvent dans une arène où ils s'affrontent dans une course de chars. Enfin même si Flick est en moto lui. Et il y a aussi les gags du genre lorsque Flick mord Shake, à un moment, celui-ci se retrouve catapulté vers le ciel où il croise des divinités et il embrasse la déesse alors que le dieu l'électrocute. Enfin bon, oui, je me doute que... Ah Bart, les dessins animés n'ont pas à être réalistes à 100%. Mais bon, je ne peux m'empêcher de me dire que sur le coup, ils sont un peu venus avec tout ce qui leur passait par la tête et ne se sont pas trop souciés de comment ça s'incrustait au milieu du reste en termes de cohérence. Même les expressions faciales, qui parfois sortent un peu de nulle part, même si elles sont très bien animées. D'ailleurs, parlons-en de l'animation, qui est pour moi un des gros points positifs de ce cartoon. J'aime beaucoup les dessins, j'aime beaucoup la retranscription du contexte de cette vision anachronique de Rome, j'aime beaucoup la mise en place générale, et j'aime aussi l'animation des personnages avec des designs au contour façon crayonné visible, du old school qui fonctionne très bien. Et donc, même si les expressions faciales sont parfois purement random, je ne vais pas le nier, elles sont excellemment dessinées. La direction artistique est assurée par Bud Shartman qui livre un bien meilleur boulot qu'avek le character design de Hard Luck Duck, même si ça semble prouver le côté versatile de ses capacités d'animateur qui se dévoile de plus en plus, avant d'arriver à sa propre patte qui le suivra dans ses propres projets. Et sinon, dans le genre concept cartoonesque simple, ça reste un duel en général drôle entre ces deux personnages, avec un style bien à lui, au milieu d'un contexte souligné par les allusions visuelles et le ton musical, réussi au demeurant. J'aime la façon dont la menace représentée par la puce Flick est mise en avant dans sa démesure. Sa première scène montre son arrivée causant des tremblements de terre si forts que des piliers s'effondrent juste par l'impact de ses sauts. On a bien sûr les tronches monstrueuses, mais aussi des scènes comme sa course de char en moto, ou lorsqu'il se fait cracher un avion de chasse en passant à travers un de ses réacteurs, et en ressort indemne. Des idées pour rendre cette puce aussi badass que menaçante pour notre pauvre chien Shake, qui lui est, je suppose, censé avoir une sorte de tic, à en juger ce que je suppose être des sautes d'humeur, par le biais de ses faciès exagérés, mais c'est assez confus de ce côté, j'ignore si c'est vraiment supposé être un trait de personnalité. D'ailleurs, notons que c'est certainement un des cartoons les plus violents de ce projet jusqu'ici avec Out and About, notamment ce moment. Alors, je sais que les années 90 et même 2000 se permettaient des moments moins ragoûtants de ce genre, mais ça me surprend tout de même que ce soit passé vu le côté détaillé. Mais bon, comme je l'ai dit, le cartoon en lui-même, en assemblant toutes ces choses dans la façon dont c'est amené ici,
paraît bien random. Ça n'en fait pas un mauvais cartoon, hein, mais ça en fait un qui aurait pu être mieux structuré à mon sens. Maintenant, je dois bien avouer que ça confère à Raw Deal in Rome un statut assez particulier qui permet de le démarquer. Une vraie petite curiosité au moment où le projet commence pleinement à révéler la variété promise. Un caractère unique qui donne envie de voir ce que ça aurait pu donner en série complète, même avec un concept aussi simple. D'ailleurs, il se trouve que Shake et Flick aurait pu devenir sa propre série. Ça avait été envisagé, mais finalement, Johnny Bravo a obtenu cette opportunité à sa place. À en juger par ce pilote, je vois bien une série dont chaque épisode se serait basé sur une location différente dans le monde, pour en faire un contexte au centre de l'affrontement entre ces deux personnages. Le cadre de Rome dans ce pilote n'est pas juste un emballage, ils s'en servent, plus ou moins maladroitement, mais ils s'en servent pour ajouter des éléments au conflit, des idées et une atmosphère particulière tentant de coller au lieu choisi. Après, simple théorie évidemment, mais malgré tout le côté bizarre de ce cartoon, je pense qu'il avait un petit potentiel. En l'état, Road in Rome est une sympathique curiosité que l'imperfection et l'aspect random ne rendent que plus unique. Cartoon suivant. The Adventures of Captain Buzz Chipley, A Clean Getaway, par Maynard Hansen. Un des cartoons de ce projet qui sont plus portés par l'écriture que l'humour visuel cartoonesque, tandis que nous avons affaire à une parodie de série de science-fiction rétro. Avec notamment un narrateur très présent et un duo formé par le capitaine du vaisseau, Buzz Chipley, qui a surtout en tête de nettoyer son linge sale, et son robot sidekick, Slide, dont la principale utilité est de connaître plein d'anecdotes sur des films et séries de SF. Ainsi, le cartoon ne se prive pas de quelques allusions directes, et je m'étonne presque que ce ne soit pas qu'à des œuvres appartenant au catalogue Warner, étant donné que c'est un programme Cartoon Network qui appartient à Warner Bros. Donc. Bref, dans ce cartoon, à cause d'une chaussette coincée dans le réacteur du vaisseau de notre duo, celui-ci est forcé de se cracher sur la première planète à proximité, occupée par des habitants à la tête pointue, les Blubnoids. Ils ne sont pas bien malins, mais dans l'espoir de devenir une race conquérante, ils s'accaparent Slide, afin de collecter tout son savoir et le transférer dans leur cerveau, tandis que Buzz tente désespérément de trouver une laverie sur cette planète pour son linge sale. Donc une vraie histoire scénarisée comparée aux divers cartoons mis en plus sur le slapstick que nous avons vu jusqu'ici, et une qui sent bon la parodie SF, franchement pas désagréable. Pour la mener, on a pas mal d'humour brisant le quatrième mur, déjà le principe même d'un héros cherchant à laver son linge et se retrouvant sur une planète où l'on s'étonne qu'on lave son linge, je me demande si c'est pas une petite blague autour de ces personnages qui portent toujours les mêmes vêtements dans une série d'animation. D'autant que justement tous les habitants de cette planète que l'on voit ont tous les mêmes vêtements. Et aussi la même voix en fait. Sinon, il y a plus direct, comme les interventions du narrateur, parfois si intrusives et appuyées que Buzz en vient lui-même à lui dire de la fermer à un moment. Ou bien Buzz qui a si peu d'argent que le seul vaisseau qui puisse se payer est un vaisseau tenu en l'air par des fils visibles qui viennent d'on ne sait où. Heureusement pour un cartoon misant surtout sur l'écriture pour les gags, l'écriture est pas mal du tout. Déjà pour l'intrigue assez drôle en elle-même, les bonnes répliques et les pirouettes malines, et le côté bien mené sur 7 minutes avec un rythme bien dosé. Mais le visuel, derrière sa simplicité et malgré ses faiblesses, a également son petit charme, et n'est pas spécialement avare en détails créatifs et amusants. Ah et aussi, il y a une scène où notre héros trompe la vigilance d'un blubnoïde censé le surveiller, en le saoulant à la bière. Mais est-ce que quelqu'un ici peut penser aux enfants? En fait, cette planète semble être régie par la philosophie de la télé et de la bière. Alors si vous couplez ça au fait que les habitants soient stupides et tous identiques, et qu'à la fin ils se retrouvent à débattre sur des œuvres de SF pendant des années, on n'est pas loin de la dystopie satirique ou c'est juste moi? Sinon, malgré la simplicité de l'animation, je trouve les arrière-plans vraiment bien fichus, dont le style s'intègre parfaitement à mon sens. Maintenant, je ne sais pas si je pourrais appeler ça un défaut, mais je pense que c'est le genre de cartoon qui fonctionne surtout en one-shot. Je dis ça en me basant sur ce que je présume être des running gags qui auraient pu continuer à trouver leur chemin dans une série complète, même si je ne peux évidemment pas en être sûr. Mais des choses comme les interventions du narrateur, l'obsession de Buzz pour laver son linge et Slide qui compare presque toute situation à une œuvre de SF, je me demande si ça se serait pas assez vite usé sur la longue. Comme je l'ai dit, je n'ai aucune idée de quelle idée est celle d'un éventuel running gag sur toute une série, notamment le coup du linge qui peut être tout aussi bien que pour cet épisode. Mais tout de même, à mon sens, A Clean Getaway fonctionne bien comme un petit cartoon unique et rien de plus. Mais bien évidemment un cartoon intéressant à revisiter pour bien se rendre compte de la balance autorisée par le projet What a Cartoon entre les cartoons à humour purement visuel et ceux comptant sur une certaine finesse d'écriture. Aussi, c'est le premier cartoon à avoir été produit en dehors de Hanna-Barbera Studio ou Cartoon Network Studio. Il fut en effet produit au Canada dans les locaux de Buzz Image Group. Et enfin, si je vous disais que le créateur, Maynard Hansen, a bossé plus tard en tant qu'illustrateur ou concept artiste sur des films comme La Momie 3, 300 et Premier Contact. Pas mal, hein? Bon, j'aime pas les deux premiers films cités, mais notez l'évolution de la carrière de l'artiste tout de même. En tous les cas, A Clean Getaway, sympathique parodie affectueuse. On passe au 11e cartoon, Horace et Dave DeFly dans Rat in Hot Tin Can, créé par Jerry Reynolds et Russ Harris.
Alors je pense qu'on tient avec ce cartoon mon coup de cœur personnel jusqu'ici. J'ai beaucoup apprécié le regarder. Deuxième cartoon d'affilée plus porté par l'histoire que par le slapstick, tout en se parant d'un concept plus simple, avec un duo formé par un rat et une mouche tentant de survivre au froid de l'hiver. Mais entre se trouver un abri ou se procurer de quoi se couvrir, les tentatives échouent. Après, comment trop en vouloir aux gens qui ont peur de lui puisque c'est manifestement un rat géant. Je veux dire, regardez-moi sa taille en comparaison d'une voiture. Première chose que j'ai envie de souligner, les interprétations vocales sont excellentes. Je dois bien l'avouer, au moment où Horatz a ouvert la bouche, ce n'est pas le type de voix que je m'attendais à entendre, mais ça marche vraiment bien. My mother did not raise me to spend the winter in a garbage can. Sa voix est assurée par Harvey Korman, un comédien notamment connu aux US pour ses performances dans la série à sketch The Carol Burnett Show, et qui livre une performance franchement délicieuse. Marvin Kaplan lui donne la réplique dans le rôle de la mouche Dave et donne une certaine plus-value à ses réparties sarcastiques. Because I was born a humble rodent, am I forced to wander these cruel streets forever? Forever? Just a minute ago you said you wouldn't live through the night. Et d'une manière générale, pour aider ses talents vocaux, ce cartoon dispose d'une écriture vraiment bien négociée. Ça nous permet d'obtenir des interactions solides, avec des dialogues qui font mouche, sans mauvais jeu de mots. We had a nice warm hiding place under the sink in that restaurant. But no, you had to try and cop that piece of cheese. I have a weakness for dairy products. They have support groups for things like that. Not for rats. Des jeux de mots d'ailleurs, il y en a plusieurs, et donc nous avons un cartoon qui jouit non seulement d'un focus sur l'écriture, mais aussi d'un certain jeu avec les mots, qui ma foi fonctionne très bien. Si c'est donc un cartoon optant surtout pour le côté concentré sur l'histoire, ça n'empêche pas le côté visuel d'être également réussi. On a moins d'humour slapstick donc, et quand il y en a c'est assez simple, mais le timing sait faire la différence. Nous pouvons aussi compter sur de jolis décors, l'animation des personnages très expressive, et un style global qui personnellement me plaît beaucoup. Mais un bonus non négligeable, c'est l'atmosphère générale. Ce cartoon a un concept tellement simple qui est bien porté entre autres par l'ambiance, avec ce contexte de nuit hivernale dans les rues alors que les personnages principaux tentent de se réchauffer. Il y a quelques scènes qui arrivent à leur donner de la personnalité, même si ce ne sont pas forcément les plus drôles. Par exemple, ce petit passage où Horatz se réchauffe une couverture gelée à l'aide de la vapeur s'échappant d'une plaque d'égout, et s'amuse un peu avec, avant de pleinement se mettre près de la vapeur pour se tenir au chaud. Ce sont des petites idées comme ça qui apportent quelque chose d'attachant au personnage, qu'on peut prendre en sympathie, mais dont on peut toujours s'amuser de mes aventures cartoonesques. Je pense d'ailleurs que les deux personnages éponymes ont une bonne alchimie de duo composée de deux amis à la relation de je t'aime moi non plus, même si je déplore un peu que Dave se limite un peu à être le type sarcastique de service. Mais comme je l'ai dit, ça n'empêche pas les magnifiques dialogues entre deux de s'enchaîner sur un très bon rythme. Your blanket seems to be frozen stiff. Either that or they use a cheap fabric softener. L'ambiance musicale est un petit plus également, collant bien l'atmosphère et aussi par la tendance au Mickey Mousing qui s'intègre bien. Notons d'ailleurs que c'est l'un des deux créateurs et le réalisateur de ce cartoon, Jerry Reynolds, qui la compose. Donc dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé ce cartoon, et comme je l'ai dit, c'est très certainement mon petit chouchou jusqu'ici. La finesse d'écriture, les personnages, l'animation, les performances vocales, l'atmosphère, tout cela contribue à rendre ce cartoon attachant et très enthousiasmant à suivre. Et non seulement ça réussit à être mémorable en tant que one-shot, mais je trouve aussi que ça aurait pu très bien fonctionner en série, en approfondissant ce duo tout en proposant une série d'animations riche en dialogue qui aurait pu être assez unique au milieu des autres plus portés sur le visuel cartoonesque. Dans tous les cas, c'est une très bonne découverte. Le suivant, Fish and Chip dans Short Fuse, oui les P sont silencieux. Créé par la même équipe que celle de Shake et Flick, avec Butch Hartman à la place de George Johnson, Hartman qui est ici le réalisateur d'ailleurs. Retour à un cartoon avec un focus sur le slapstick bien plus prononcé que sur le scénario, ici réduit à son plus simple appareil, avec un concept fait pour le déchaînement de gags. On y suit un duo formé par un requin amical et un lynx colérique qui, après l'échec d'une tentative de désamorçage d'une bombe, se voit imposer par leur chef un ultimatum. S'il entend la moindre bombe exploser pendant sa sieste, les deux sont renvoyés de la police. Mais ils ne sont pas au bout de leur peine car le terroriste maniaque qu'ils recherchent, du nom bien mérité de Mad Bomber, ne cesse de sévir. L'idée paraît très Tex Avery et pour cause, c'est inspiré de concepts qu'on peut voir dans des cartoons comme Rockabye Bear de Tex Avery justement. Où un chien se faisait engager par un ours en hibernation pour faire en sorte qu'il n'entende pas le moindre petit bruit pendant ce temps, et où un autre chien faisait en sorte de jouer avec ça pour lui pourrir l'existence. Le problème c'est que dans Short Fuse, on a le concept, mais ils ont fait de la punchline de ce concept le gag central. Dans Rockabye Bear, en guise de coup final, le chien fait éclater des dizaines de bombes devant l'ours, mais ça ne le réveille pas. Or juste après, un tout petit sifflement le fait se réveiller.
Ici, le concept n'empêche pas les personnages, enfin surtout un, de se prendre plein de bombes dans la figure, sans jamais que le chef ne se réveille en fait, et il finira par se réveiller à la fin avec le son d'un triangle. Du coup, on finit juste par oublier ce concept, et il ne justifie pas vraiment son existence. On aurait pu se passer de lui et juste se concentrer sur l'affrontement dans cet immeuble entre le duo et le plastiqueur. Parce que bon, j'espère que vous aimez ça les gags se basant sur des explosions, parce que vous serez servi avec ce cartoon. Ça pourrait être lassant, mais finalement je trouve que ça tient assez agréablement la cadence. Même si certains gags sont assez faciles, le timing général fait que ça fonctionne, et d'autres sont plutôt inattendus et bien trouvés. Ils arrivent à plutôt bien se renouveler en réactions rigolotes et en trouvailles amusantes, même si à la fin on a bel et bien l'impression d'avoir surtout assisté à un gros enchaînement d'explosions. Je veux dire, le générique de fin, qui est accompagné de quelques images récapitulatives du cartoon, souligne bien son côté enchaînement d'explosions ininterrompu. Ça annonce la couleur, même si c'est à la fin du cartoon, donc ce que je dis n'a aucun sens. En ce qui concerne le duo en lui-même, bon, c'est un duo plutôt classique, mais sympatoche. J'aime bien que Fish soit plus montré comme un personnage gentil et un peu naïf, plutôt qu'un simple esprit complet pour contraster avec son partenaire colérique. Chip, de son côté, bah, ça dépendra de votre taux de résistance aux personnages qui pètent un câble pour un oui ou pour un non, et qui parleront surtout en criant. Fun fact, c'est Butch Hartman lui-même qui incarne le personnage d'ailleurs. Do you feel Camptown Races is an appropriate song for this situation? Would you prefer something peppier? I'd prefer silence! L'introduction, avec le duo en train de désamorcer une bombe, est une bonne façon de nous présenter ces personnages et aussi le contexte général. Chacun a sa façon d'aborder la situation, même si un peu à la légère en général. Avec Fish qui chantonne une chanson campagnarde en prenant les outils à faire passer à Chip, et ce dernier qui s'agace d'un truc comme ça, pensant que ce n'est pas le moment, et bien entendu l'incompétence générale prononcée par le fait que la bombe explose quand même, par le fait que Chip n'ait pas voulu écouter la précaution de Fish. Le chef est donc bien plus anecdotique, en revanche j'aime le Mad Bomber qui fait vraiment méchant exagérément bande dessinée, avec son design loufoque caricatural, et qui évidemment à l'occasion de montrer son côté complètement cinglé à tout bout de champ, ne s'exprimant pratiquement qu'avec des rires maniaques. Sinon on sent bien que c'est l'équipe en charge de Shake et Flick qui a aussi fait ce cartoon, non seulement pour le style d'animation reconnaissable et toujours réussi, même si j'ai une préférence pour celui du cartoon susmentionné, mais aussi et surtout parce que ça ne s'empêche pas d'être complètement random des fois. En particulier vers la fin, lorsque les deux personnages se prennent plein de bombes avec chacune les transformant en quelque chose de différent. Alors au départ, j'ai cru que c'était pour faire des jeux de mots avec différents types de bombes, mais au final c'est juste pleinement je balance tout ce qui me passe par la tête. Une bombe qui les transforme en Elvis Presley, une en joueur de musique blues, une en coq, oui voilà quoi. Pas mieux du côté du final, où ça se transforme sans crier gare en numéro musical façon Broadway. Ok d'accord, mais quitte à ce que ce soit n'importe quoi, ça pouvait pas être mieux amené? Enfin voilà, ça en garde quelques tares, mais ça reste un cartoon plutôt sympa à suivre, suffisamment bien renouvelé dans le côté explosion en chaîne, et avec quelques gags vraiment bien trouvés. Dommage que son concept passe complètement au second plan, mais au final, qu'on l'aime ou non, on ne peut pas nier que c'est un court-métrage explosif. Et cette punchline est quant à elle un pétard mouillé. Wow, j'enchaîne, un doublon, oh, je veux mourir. On entame la seconde moitié de cette vidéo avec The Fat Cats dans Drip Dry Drips par John McClellan. Un autre cartoon mettant en vedette un duo composé d'un petit teigneux et d'un grand stupide, comme nous l'avons sans doute déjà vu plusieurs fois, même au sein de ce projet d'ailleurs. Cette fois-ci c'est sur deux frères chats, Louis le petit et Elmo le grand. Ils sont pauvres, ils ont un loyer à payer pour espérer conserver leur logement, et ils cherchent du boulot. Après une connerie d'Elmo, Louis a une idée en tête, c'est d'ouvrir avec son frère son propre service de pressing. On ne sait trop comment sachant qu'ils ont pas une thune, mais oh, logique de cartoon donc on s'en fiche. Car le plus important c'est qu'à peine ce service ouvert, leur premier client n'est pas moins que le freaking président des États-Unis, oui. Qu'est-ce qu'il fait là en particulier? On s'en fiche là encore, contentons-nous de savourer. Et ça tombe bien, parce que des choses à savourer, il y en a dans ce cartoon. Déjà, l'animation. En regardant ce court-métrage, je me disais que la patte artistique avait des airs de Tiny Toons et Animaniacs. Eh bien, ce n'est pas une coïncidence, car l'homme en charge de ce cartoon, John McClellan, et sa boîte Star Toons ont œuvré sur plusieurs épisodes des deux séries. Donc pour ceux qui sont familiers avec l'animation de ces deux séries, qui est passée par plusieurs studios, chacun avec un style reconnaissable comme TMS Entertainment, Wang Film Productions ou donc Star Toons, vous êtes en terrain connu. Les expressions faciales, le timing de l'animation, les mouvements, on y retrouve bien l'empreinte visuelle, à tel point que ça aurait pu être un segment récurrent des Animaniacs si ça avait été imaginé plus tôt. Mais je suppose qu'il y avait déjà Minus et Cortex pour l'alchimie grand idiot enfantin et petit teigneux calculateur. Même dans l'humour, je trouve que c'est dans la continuité de cette série. L'usage du cartoonesque, les situations, l'intervention du président lui-même, et même une blague plus adulte avec Louis frappant accidentellement le président dans les... vous voyez, en prenant ses mesures.
Ont aussi bossé sur ce cartoon Spike Brandt et Tony Servon, un duo ayant fait leurs armes à Startoons et que l'on voit souvent à la tête de productions animées Warner récentes basées sur des franchises populaires, entre les multiples films DTV Tom et Jerry, le Looney Tunes Show et Scooby-Doo Mystère Associé notamment. Tony Servon qui a fait le film Scooby sorti récemment d'ailleurs, un film qui est... Mais bref, pour en revenir à Drip Dry Drips, eh bien c'est donc un fort sympathique cartoon, qui fait autant qu'il peut avec un concept simple. Si les situations ne sont pas des plus surprenantes en soi, elles sont bien maîtrisées et offrent quelques magnifiques trouvailles. Et bien entendu, il y a un sens de l'animation opérant comme un très bon moyen de les soutenir. J'aime les gags autour du président aussi. On ne voit pas son visage, mais il est sûrement basé sur Bill Clinton, et heureusement on n'insiste pas trop dessus pour ne pas dater le cartoon. Ici on le dépeint plutôt proche du peuple, au point de confier sa tenue à un pressing venant tout juste d'ouvrir, en étant amical envers les dirigeants, et un peu excentrique, en le voyant carrément se déshabiller devant eux sans honte pour leur refiler sa tenue. Et après moult péripéties, on a un bon climax, avec le duo forcé de refaire un costume pour le président, lorsque le précédent est détruit suite à une autre maladresse d'Elmo. Ils finissent par y arriver dans les temps, et le président les récompense en les payant grassement, mais malheureusement, encore après une maladresse d'Elmo, leur pressing explose et leur argent part littéralement en morceaux. We're poor. Well, Louis, I guess we are out of the dry cleaning business. Yeah. Non bah ça va, il le prend mieux que ce à quoi je m'attendais hein. En même temps, il semble rebondir dessus en ayant en tête de recycler des briques pour se faire une fortune. Là encore, ce sont des petits détails comme ça qui font la force de ce court-métrage et insufflent quelque chose le rendant très agréable à suivre et font de sa simplicité un atout. D'ailleurs, ça a un côté Minus et Cortex un peu aussi, avec cette fin en mode « bah, on essaiera à nouveau demain ». Et si ça avait pu devenir une série, j'imagine bien chaque épisode avec les deux se retrouvant avec un nouveau job ou une nouvelle combine pour devenir riche. Je pense que ça avait son petit potentiel, car Drip Dry Drips est un très bon cartoon, au rythme soutenu fonctionnant très bien sur 7 minutes, et sachant comment rester fun avec des idées simples, prouvant que simplicité ne rime pas forcément avec paresse. Et donc le timing général rend certaines scènes franchement drôles à mes yeux. Louis and Elmo's All-American Cleaners open 7 days a week. Always pleased to serve you. Free hangers with every order. Louis the proprietor speaking. How may I help you? Yes, sir. Bref, une petite réussite. Allez, au suivant, qui est... Ah tiens, le retour de George Junior est visiblement dans un spécial Noël. Cool, on est dans la période parfaite pour ça. Cette ligne est plus ou moins sarcastique en fonction de la période durant laquelle vous regardez cette vidéo. Bref, cela signifie également le retour de Patrick Ventura, mais bon, le premier cartoon de George Junior est mon préféré du réalisateur, donc bon, voyons voir si ça réussit aussi bien avec le deuxième. George Junior's Christmas Spectacular débute avec nos deux personnages en tant que facteurs, allant livrer une lettre au Père Noël, sauf que celui-ci part avant qu'il ne puisse la lui donner. Ils sont alors forcés par les lutins d'aller livrer le cadeau qui était sur cette lettre eux-mêmes, mais ce ne sera pas tâche facile, puisque leur maison est bien évidemment gardée par un... rat géant, un chien féroce qui les prend pour des cambrioleurs. Bon, vous commencez à avoir l'habitude avec Patrick Ventura, et donc honnêtement, je ne vois pas trop ce que je peux rajouter par rapport à ce que j'ai déjà dit pour les 3 précédents. Je pourrais cependant dire que j'ai l'impression que Ventura a rendu le visuel de ce cartoon plus proche du style d'un Sledgehammer Opossum que du précédent George Junior. L'animation de Lookout Below me semblait plus fluide dans ses mouvements, tandis qu'ici, on revient à du simpliste, avec des personnages au mouvement limité, prenant une position fixe et créant le mouvement avec l'animation de leur bouche ou d'un de leurs membres en particulier. Moi, personnellement, je trouve ça dommage, mais j'imagine que c'est personnel, alors à chacun d'en juger. Mais d'une manière générale, je trouve que Lookout Below avait plus de fraîcheur au milieu des autres cartoons du bonhomme, et je ne la retrouve pas vraiment dans celui-là. Ce qui est ironique pour un cartoon se déroulant en hiver, non c'est pas drôle, ne riez pas. Après oui, bien sûr, l'animation exagérée offre ses quelques pépites occasionnelles, mais d'autres fois ça retombe dans le problème de l'exagérer juste pour être exagéré, ou en tout cas un exagéré qui ne me semble pas vraiment bien amené. Et sinon, bah c'est du Ventura habituel donc, avec les mêmes mécaniques pour l'humour, et tellement de façons de faire des tronches exagérées qu'on se demande s'il va pas finir à être à court à un moment. La musique est dans la veine de celle de Out and About, oui vous savez en mode... Musique gratuite du domaine public, ça coûte pas cher, je dépense pas de fric. En reprenant de la musique du domaine public, réorchestrée pour accompagner les diverses situations, bien entendu des musiques dans un thème de Noël cette fois, et même si ça ne marche pas à tous les coups, je trouve que ça s'incruste mieux d'une manière générale. J'aime bien la pirouette avec le cadeau qui était destiné au chien et qui s'avère être une bouche d'incendie que le chien utilise aux toilettes, ce qui est assez malin. Après quoi, le vrai Père Noël, visiblement complètement défoncé, débarque et offre un cadeau audio pour le service rendu. Mais comme on sait tous que le Père Noël est une ordure, bien entendu ça se retourne contre eux. Je me demande si c'est un rappel au fait que ce duo parodie George et Lenny dans Des souris et des hommes d'ailleurs.
Enfin bon, vous l'aurez compris, c'est du Patrick Ventura tout craché, aux mécaniques et timing habituels, et au bout de 4 cartoons, je trouve que ça manque de renouvellement, et déjà que c'est un style que je trouve inégal depuis le début. Ça reste pas trop mal pour quelques trouvailles loufoques qui marchent bien avec moi, mais ça s'arrête là pour moi. Yoink of the Yukon par Don Jarwish, Jim Ryan et Jerry Eisenberg. Alors tout d'abord, il faut savoir que nous avons affaire à un trio de vrais vétérans de chez Hanna-Barbera. Jerry Eisenberg a travaillé sur plusieurs séries du studio en enfilant plusieurs casquettes, dessinateur, storyboarder, responsable du design des personnages, etc. Don Jarwish a eu un certain passé avec eux en tant que producteur, scénariste, storyboarder et même réalisateur d'un film animé G.I. Joe. Et Jim Ryan, quant à lui, a essentiellement été un scénariste depuis la fin des années 60. Bref, un trio ayant pu témoigner de l'histoire du studio et qui ont participé également à ce projet, avec un pilote qui arrive lui aussi à faire passer le but recherché par What a Cartoon, c'est-à-dire insuffler un certain vent de fraîcheur chez Hanna-Barbera par rapport à ses productions habituelles. Dans ce cartoon qui se déroule dans les territoires enneigés du Canada, un ours dérobe les uniformes de la police montée en représailles face au fait qu'il ne s'occupe pas des trappeurs, volant la fourrure aux animaux occupant les alentours. Il ne leur rendra leurs uniformes que s'ils sont capables de leur redonner de la fourrure en échange, mais le capitaine ne semble pas prêt à négocier. I'm making no deals. If there's anything I can't stand as a social activist, Grizzly. Il envoie alors pour récupérer les uniformes le sergent Farnsworth, accompagné de ce que je présume être un chien, Yoink, chargé de le pister avec son flair plus ou moins exemplaire. Et en bonne représentation volontairement stéréotypée des Canadiens, on a les personnages qui finissent la majeure partie de leurs phrases par « et ». He's in that truck there. We'll sneak up and take him by surprise, eh? Yoink se part de la voix distinguable du talentueux Rob Paulsen, comédien vocal surtout connu pour les voix de Yakko et Minus, mais ayant incarné bien d'autres personnages au fil des ans. Ici, il prête sa voix à un personnage bien attachant, qui aspire à maintenir la paix entre la police montée et les animaux, mais donc au flair quelque peu défaillant parfois, aux dépens du sergent Farnsworth. En fait, au final, les quelques péripéties autour de Yoink flairant la mauvaise piste sont plutôt anecdotiques, le principal intérêt scénaristique étant de montrer Yoink souhaitant faire ses preuves en voulant raisonner le camp opposé alors que son sergent souhaite s'occuper de la tâche lui-même. Et donc au final, ce sera bel et bien lui qui trouvera la solution pour que tout le monde soit satisfait et réinstaurer la paix. Le cartoon a une très belle animation, bien fluide et pourtant économe en humour visuel. Ça reposera plutôt sur le comique de situation et les dialogues, dont certains sont vraiment bien trouvés dans leur usage de jeux de mots. Oh, please, Sergeant, I implore you, eh? For the Queen, for the King, and for all the other bed sizes. J'aime bien l'ambiance générale aussi, ça a son petit caractère propre, en plus d'instaurer un thème musical assez entêtant pour notre héros. Du coup, c'est un très agréable court-métrage dans l'ensemble. Je n'ai pas grand-chose de plus à en dire, il a ses petits problèmes de scène anecdotiques, mais l'ensemble est amusant et a son petit charme. Du coup, passons au dernier cartoon de cette deuxième partie, et... Comme on se retrouve Yucky Duck dans I'm on My Way par Patrick Ventura. Je vais me demander comment cet homme a fait pour se procurer autant de place dans ce projet, n'empêche. Parce que bon, encore une fois, que voulez-vous que je vous dise à ce stade? On a fait le tour du style du réalisateur, je pense. Dans I'm on My Way, les mécaniques sont similaires à la majorité de celles des précédents cartoons. Alors évidemment, c'est une bonne chose qu'un réalisateur ait sa propre patte et s'y tienne, hein, mais en ce qui le concerne, je trouve le manque de renouvellement dans ses idées un peu lassant. Ici en tout cas, nous suivons le bon vieux Yucky Duck alors qu'il est ambulancier. C'est totalement lui que j'aurais engagé pour une telle position, aucun risque. Bien entendu, chaque fois qu'il aperçoit quelqu'un qui a besoin d'aide, il fait plus de mal que de bien, et se retrouve lui-même blessé par ses maladresses. Alors nous retrouvons évidemment le style ostensiblement limité déjà affiché par Short Orders, et je me doute bien que ça fait partie du style, mais franchement, est-ce qu'à ce stade on peut encore parler d'arrière-plan? Et donc, comme j'ai dit, les éléments récurrents du réalisateur, des exagérations corporelles pour tout et n'importe quoi, des effets sonores à leur paroxysme, des onomatopées qui ont une utilité en forme de running gag au fil de ces cartoons. Au niveau des animations cartoonesques et exagérées, je trouve que ça ne surprend plus trop, parce qu'on finit par s'attendre à quel genre d'animation ça va sortir en fonction de ce que le personnage traverse, et ça rejoint mon problème de lassitude quand de base tu n'accroches que moyennement à ce qu'on te sert. Ventura peut avoir une bonne façon de jouer avec les petits détails qui font la différence entre ses franchises, mais je ne vois pas grand chose qui permette pleinement de rester frais sur la longue. Donc, bis repetitia, je ne vois pas quoi rajouter de plus par rapport à mon avis sur Short Orders, même si I'm on My Way a le mérite d'être moins péniblement hystérique, mais toujours aussi inégal en termes d'humour, offrant un enchaînement duquel se distinguent quelques bribes efficaces, mais pas grand chose à se mettre sous la dent me concernant. Du coup, si ce style est fait pour vous, n'hésitez pas, mais moi ça me laisse sur le banc de touche. The worst thing is, I have no health insurance.
Voilà, c'était la deuxième partie de cette rétrospective qui n'était pas avare en bonne découverte là encore, ou au moins intéressante. J'espère que découvrir, voire pourquoi pas redécouvrir ces courts-métrages est aussi intéressant pour vous que ça l'est pour moi, ne serait-ce que pour constater l'influence sur ce qui fera de Cartoon Network, ainsi que la palette de styles déployés. Et croyez-moi, on n'en a pas fini sur ce terrain. En attendant, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et l'on se retrouve lors de la prochaine chronique. Ciao!